Salut, c'est Jérôme, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau webinaire. Alors aujourd'hui, on m'a lancé un challenge, parler dans le même webinaire de tout ce que vous voyez là. Du fil, des piles, une liste, un tableau. Qu'est-ce qui relie tout ça? Pas simple. Fil, pile, liste, tableau. Fil, pile, liste, tableau. Mais oui, bien sûr, le sujet d'aujourd'hui est donc fil, pile, liste, tableau, tableau associatif, quand et comment les utiliser. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite derrière mon clavier. Alors, toutes ces structures de données, fil, pile, liste, tableau, tableau associatif, voyons quand et comment les utiliser. Alors, commençons par la file. Une file, c'est une structure de données qui suit le principe du premier entrée, premier sorti. En anglais, first in, first out, ou FIFO. Alors, elle est idéale, en fait, quand vous avez besoin de gérer des éléments dans l'ordre chronologique de leur arrivée. Par exemple, vous pouvez utiliser une file pour implémenter une file d'attente de tâches à effectuer dans votre application. Alors, voici un exemple. Je déclare une file de chaîne. Alors, bien entendu, je peux déclarer tout type de variables, simples ou complexes. Par exemple, une file de structure que j'ai déjà définie avant, je vais la décommenter. Vous voyez, j'ai défini structure et ensuite une file de structure. Ensuite, j'ajoute dans la file avec en file et je sors de la file avec des fils. Alors des fils, on lui donne le nom de la variable dans laquelle est renvoyé l'élément et elle supprime l'élément de la file. Elle renvoie faux si la file est vide. Allez, go, je vous montre le résultat. File, et vous voyez, j'ai mes différents éléments tels que je les ai ajoutés dans la file. Et regardez, en finale, j'ai 0. 0 qui correspond au nombre d'occurrences dans la file. On voit bien que défile va permettre de récupérer le résultat et également de supprimer l'élément. Une précision importante, le type file peut être utilisé directement en multithread. Alors dans ce cas, il est possible d'utiliser une autre syntaxe pour des fils. Je vous la montre. Vous voyez ici, dans les architectures de type producteur-consommateur, cette syntaxe elle permet à plusieurs threads de défiler. Donc la constante attend si vide, elle permet d'attendre qu'un élément soit ajouté dans la file pour le traiter. Alors par défaut, l'attente est infinie, mais vous pouvez indiquer le temps d'attente. Par exemple ici, 2 secondes. Et des files, elle renvoie dans ce cas faux au bout du timeout. Donc ce qu'il faut retenir de file égale FIFO, first in, first out. Maintenant, les piles. Alors les piles, vous le savez, elles ont un plus et un moins. Non, on ne parle pas de ce type de pile-là, bien sûr. Donc la pile par rapport à la liste, elle fonctionne selon le principe du dernier entré, premier sorti. En anglais, last in, first out, ou LIFO. Alors les piles, elles sont souvent utilisées pour gérer des actions d'annulation, undo, dans une application, ou pour résoudre des problèmes récursifs. Par exemple, lors de la navigation dans une application, chaque écran peut être ajouté à la pile et retiré lorsque l'utilisateur revient en arrière. Alors regardez, je prends le même exemple que pour les fils, mais j'ai remplacé la file par la pile. Donc les termes changent aussi. En fil devient en pile et des fils est remplacé par des piles. Donc la syntaxe, elle est identique et en utilisation multithread, c'est identique aussi. On fait go, pile, et vous voyez, cette fois-ci, je les ai dans l'ordre inverse de l'ajout. Donc voilà pour les fils et les piles. On va maintenant parler des listes. Alors, les listes,
La liste, en fait, elle permet de regrouper une série d'éléments pour les traiter de façon séquentielle. La différence par rapport à la file et à la pile, c'est que vous pouvez parcourir les éléments sans les supprimer. Regardez ici. En fait, je déclare une liste de pays, voilà, et puis j'affecte cette liste de pays avec le résultat de la fonction pays-liste. Je donne en paramètre continent Europe, ce qui me permet de limiter aux pays européens. Ensuite, je vais parcourir la liste et j'affecte le nom pour chaque pays. J'affiche pardon, le nom pour chaque pays. Je vous montre le résultat. Et voilà. Maintenant, revenons dans le code. Alors, imaginons que je veuille ajouter un pays à la fin de la liste. Donc, ce que je vais faire, je vais déclarer USA est un pays. USA égale pays récupère. Je vais lui donner le code ISO US. Voilà. Et ensuite, je fais ma liste pays ajoute de USA. Je refais Go, liste, et je retrouve bien États-Unis d'Amérique en bas. Donc, le pays est ajouté à la fin. Une autre possibilité dans les listes, c'est de pouvoir insérer un élément avant ou après l'élément courant. Donc cette fois-ci, ce que je veux, c'est insérer USA au bon endroit dans l'ordre alphabétique. Donc dans la boucle de parcours, ici, je vais en profiter pour comparer USA avec le pays en cours. Donc si USA point nom est inférieur à un pays, USA point nom, pardon, point nom inférieur à un pays point nom, alors, eh bien, j'insère. Donc, on va faire ici ma liste pays point insert. Voilà. Je veux insérer cette fois-ci avant l'élément courant et j'insère USA. Et puis, je fais mon trace. Je vais faire ici un trace de USA.nom. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, je vais déclarer un booléen. Voilà. Je vais l'appeler pays ajouté est un booléen. Voilà. Et ici, je vais tester si USA, donc point nom inférieur à pays, un pays point nom, et pays ajouté égale faux. Dans ce cas, je fais cela. Je vais également ici ajouter pays ajouté égale vrai. Voilà. Donc, ça, je peux le retirer, le mettre en commentaire. Et voilà. Je reteste. Liste. Et je retrouve bien, effectivement, États-Unis d'Amérique inséré au bon endroit. Donc voilà, vous l'avez compris, ces listes, elles sont très pratiques pour stocker des éléments qu'on va relire de façon séquentielle. Par exemple, vous pouvez stocker les résultats d'une requête SQL dans une liste pour les relire ultérieurement. Alors, je ne l'ai pas indiqué, mais vous pouvez bien sûr supprimer un élément dans la liste. Je vais faire ici ma liste pays. Voilà, vous voyez que vous pouvez supprimer un élément dans la liste ou tous les éléments de la liste avec supprime et supprime tout. Comme pour les fils et les piles, les listes peuvent être utilisées directement en multithread, donc les accès concurrents sont gérés. Parlons maintenant des tableaux. Alors, je reviens sur mon code de tableau. Alors, tableau, en fait, c'est un autre type structuré qui permet de regrouper des éléments de même type. À la différence d'une liste, chaque élément du tableau est accessible par son indice. Donc, vous voyez ici, j'ai déclaré un tableau, je l'ai affecté avec la liste des pays. Et ici, par exemple, j'affiche le nom du 10e pays dans mon tableau.
Alors ici, j'ai déclaré un tableau dynamique, mais un tableau peut être déclaré de façon statique. C'est-à-dire que vous pouvez indiquer à la déclaration le nombre d'éléments qu'il contient. C'est ce que vous voyez ici en dessous. Mon tableau d'entier est un tableau de 15 entiers. Alors ce type de tableau, il est souvent nécessaire lors de l'appel à des API Windows. Un tableau peut également être déclaré sur plusieurs dimensions. Vous voyez ici en dessous. Vous voyez, dans ce cas, l'accès se fait en indiquant les deux indices entre crochets. Il y a une autre syntaxe qui est celle-ci, hop, qui peut aussi être utilisée. Voilà. Alors, l'ajout, l'insertion, la suppression, bah, ça se fait comme dans une liste, hein. Si je fais mon tableau de pays, point, je retrouve effectivement ajoute, hop, point ajoute, voilà, je retrouve également la suppression, etc. Comme dans une liste. Alors, par rapport à la liste, le tableau, il peut être trié avec la fonction tri. Alors, la fonction tri, vous disposez dans cette fonction de tout un ensemble de possibilités pour trier le tableau avec ou sans casse, vous le voyez ici, avec ou sans espace, avec ou sans ponctuation. Vous pouvez même indiquer une de vos fonctions, ici, vous voyez, tt fonction, pour trier de façon très particulière. C'est votre fonction qui sera utilisée pour effectuer le tri. Alors, je disais tout à l'heure, vous pouvez accéder à un élément par son indice. Vous pouvez également rechercher un élément dans le tableau avec, cette fois-ci, cherche. Là aussi, bah, il y a tout un ensemble d'options. Ça, c'est des options qui vont permettre de faire la recherche sans accent, sans la casse, etc. Les tableaux, vous le voyez, donc leur utilisation est également très facile et très puissante. Ils sont très utilisés en W langage parce qu'ils offrent des possibilités très importantes. Alors, par rapport aux listes, vous allez les utiliser dès que vous souhaitez accéder à un élément de façon précise, ou vous souhaitez pouvoir effectuer des tris. Hein, je vais accéder à un élément selon un indice particulier. Parlons maintenant de l'utilisation en multithread. Alors, pour l'accès à vos tableaux en multithread, je supprime cela. euh, il est nécessaire de les protéger avec une section critique. Alors déjà, vous pouvez utiliser l'attribut section critique. On va le voir ici. Voilà, l'attribut section critique qui va permettre effectivement de protéger l'accès à cette variable. Donc ça permet effectivement de protéger lors d'un accès simultané par deux threads. Ensuite, utilisez des sections critiques dans votre code pour éviter que le résultat d'une opération ne change avant l'exécution de l'opération suivante. Le cas classique, c'est le suivant. Si mon tableau pays.vide égale faux, alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon tableau pays.supprime, par exemple, du dernier élément, ou de 1, par exemple. Un exemple simple, didactique. Alors, voilà ce qui se passe dans le cas présent. En multithread, il est nécessaire d'entourer effectivement ce code par une section critique, parce que qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, en fait, entre le moment où vous regardez s'il est vide et le moment où vous supprimez, un autre thread peut très bien voir vider le tableau. Et dans ce cas, votre suppression ne fonctionnera pas et partira en erreur. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, on va ajouter une section critique. Non, pardon, section critique début. Voilà. On indique, on lui donne un nom, soit ici le nom de la variable sur laquelle porte la section critique. Et après, je fais un section critique, ça, de la même façon. Donc, ça veut dire que sur ce bloc d'opération ici, celui-ci, qui est encadré par section critique début et section critique fin, eh bien, je suis sûr que je n'aurai pas de conflit avec un autre thread. Dernier type dont je vais vous parler aujourd'hui, les tableaux associatifs. Alors, on retourne ici, le tableau associatif. Alors, le tableau associatif, il bénéficie en fait de tous les avantages des tableaux et en plus, ils peuvent être indexés sur n'importe quel type d'information et pas uniquement un indice. Alors, regardons comment les affecter.
Vous voyez ici, je l'ai déclaré un tableau associatif de chaîne. La première syntaxe pour l'affecter, c'est la suivante. C'est une simple affectation. Donc ici, la clé d'accès au tableau, ce sont les initiales de la personne, et on accède à un élément du tableau avec sa clé. Par défaut, le tableau n'a pas de doublon. Alors regardez, si je pourrais ici faire trace de mon tableau personne. Entre crochets, on va prendre JM par exemple. Voilà. Hop. Donc là, effectivement, j'affiche la valeur, donc Jessie Camion, selon la clé JM. Donc je vous disais, effectivement, le tableau n'a pas de doublon. Ça veut dire que si j'affecte une nouvelle fois ici, par exemple, le tableau avec la clé AD, donc je vais ici mettre par exemple des colliers, eh bien, la valeur qui sera affichée, on va tout de suite le tester, tableau associatif, sera Jessica Mion. Pardon, je ne travaille pas sur le même. On va faire ici AD, sera mieux. Voilà. Et voilà. On voit que c'est la dernière valeur qui est effectivement dans le tableau. Alors, donc, je vous disais, donc les tableaux associatifs, par défaut, ils n'ont pas de doublon. Je peux aussi utiliser ici une autre syntaxe, avec cette fois-ci insert. Alors ça, c'est une autre syntaxe qui va permettre effectivement d'insérer dans le tableau selon la clé AD avec la valeur. Et maintenant, si je teste, regardez ce qui se passe. Donc j'ai bien ma première valeur qui s'affiche, mais par contre, j'ai une erreur W langage qui indique qu'un élément existe déjà pour cette clé dans le tableau associatif. Donc là où, avec cette syntaxe, on va écraser, avec cette syntaxe, on ne pourra pas ajouter, on ne pourra pas insérer avec la même clé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on veut vraiment, effectivement, avoir des doublons. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est effectivement dire qu'on veut un tableau associatif avec doublon. Cette fois-ci, je vais mettre cela en commentaire, vous voyez bien, je vais pouvoir tableau associatif. Là, j'ai plus d'erreur. OK? Donc, j'ai pu ajouter effectivement ces deux valeurs-là. Par contre, si je décommande cela, hop, F9, tableau associatif, cette fois-ci j'ai une erreur. En fait, cette erreur, elle m'indique que je ne peux pas utiliser cette syntaxe-là pour accéder au tableau. D'accord? Donc, dans ce cas, il faut utiliser une autre syntaxe. Celle-là, je la mets en commentaire. Et l'autre syntaxe, ça va être un pour toute personne de mon tableau personne égale AD, par exemple. Voilà. Et là, on va faire le trace de personne. Je reteste. Tableau associatif. Et là, j'ai bien les deux valeurs. Voilà. Donc voilà, vous avez vu une vue d'ensemble des différents types de données couramment utilisées en W langage, la file, la pile, la liste, le tableau associatif. En choisissant le bon type de données en fonction de vos besoins, eh bien, vous pouvez améliorer la performance et la lisibilité de votre code. Alors bien, il y a bien sûr beaucoup d'options et de fonctions que je n'ai pas présentées. Pour en savoir plus, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement, vous pouvez suivre une formation qu'on propose parmi les différentes formations de nos cursus de formation. Alors ce sujet, par exemple, il est abordé dans la formation Thread et tâches parallèles. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, appuyez sur le pouce et partagez le lien. Et puis, si vous avez des questions sur ce webinaire, envoyez-moi un email sur jerome.aerts@psoft.fr. Vous pouvez me suivre sur Twitter et vous abonner à notre page Windev sur Facebook. Je vous conseille également de nous suivre sur Insta, compte Windev officiel, pour découvrir ou redécouvrir chaque jour une nouvelle fonction de W langage.
Et puis pour être informé de mes prochains webinaires, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver de nombreuses informations techniques en suivant sur Twitter et LinkedIn Guillaume et Loïc. Allez, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire. Bon développement. Salut!